La maison forte des Hautes Falises était un des blocos qu'on avait construit en pleine forêt pour interdire aux blindés l'accès des pénétrantes de l'Ardenne belge vers la ligne de la Meuse. C'était un bloc de béton assez bas. On l'avait barbouillé à la diable d'un vert olive qui sentait la moisissure. Sur ce bloc trapu reposait comme sur un socle trop étroit l'étage débordant d'une maisonnette. C'était le logement de la garnison minuscule. En mai 1940, la forêt ardennaise est le témoin de l'immense invasion allemande. La Wehrmacht choisit de faire passer une partie considérable de ses panzers et de ses troupes d'assaut par ces collines escarpées et peu défendues. Cette invasion éclair est un échec pour la France, qui n'imaginait pas que les chars d'assaut puissent franchir les Ardennes. L'histoire n'en parle que très peu, mais ici, à 2 pas de la frontière belge et bien loin des plus gros secteurs fortifiés de la ligne Maginot, la défense n'était pourtant pas tout à fait absente. On a érigé à la hâte des blocos, faiblement armés et déguisés en maisons d'habitation, afin de servir de sonnette d'alarme s'il prenait à l'adversaire l'idée de passer par ici. Ces maisons fortes, telles qu'on les appelle, au nombre de 22, établies sur la frontière belge, devaient aussi tenter de ralentir l'avancée des Allemands comme elles le pourraient. Dans cette vidéo, on part à moto sur les splendides routes du département à la découverte des vestiges méconnus de ces maisons fortes ardennaises et de la terrible histoire de celles qui ont lutté face aux panzers. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait super plaisir de vous retrouver enfin à moto pour une nouvelle vidéo sur la route. On est aujourd'hui dans les Ardennes, regardez ça, le jour se lève sur la petite ville de Monthermé. Pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que elle vient casser une idée reçue que j'avais jusqu'à encore il n'y a pas longtemps. Cette idée reçue, c'était que la ligne Maginot qui nous défendait en 1940, eh bien elle était en Moselle, elle était dans l'est de la France, mais qu'il n'y avait strictement aucune défense dans les Ardennes. Eh bien cette idée reçue, elle est fausse, puisqu'évidemment il y avait un minimum de défense installée. Dès lors, puisqu'il y a eu des constructions, puisqu'il y a eu des défenseurs dans les Ardennes en 1940, pourquoi ne pas repartir sur leurs traces et pourquoi ne pas leur rendre un minimum d'hommage? C'est donc l'idée qui m'est venue l'année dernière lorsque j'ai fait la vidéo sur le château de Sedan et que j'ai trouvé totalement par hasard ces maisons fortes en ruine dans les bois et que j'ai découvert leur histoire. L'histoire des maisons fortes ardennaises est en effet méconnue. C'est pourtant un pan de patrimoine à part entière que l'on peut redécouvrir aujourd'hui, que ce soit en forêt, dans les villages, au bord d'un chemin ou au bord d'une route. Ces 22 maisons fortes ont été édifiées à la fin des années 1930. Placées avant même la première ligne de défense, isolées dans la forêt ardennaise, leur but est de servir de sonnette d'alarme, de sentinelle, destinée à prévenir et retarder l'arrivée de l'adversaire sur une ligne de défense plus solide. À Sedan, à Carignan, à Mouzon, de vastes ouvrages de type Maginot sont censés arrêter l'invasion en utilisant les reliefs et les cours d'eau pour canaliser et bloquer l'adversaire. Mais à la frontière proprement dite, ces maisons fortes sont seules, au cœur d'une épaisse forêt. Elles ont toutes été bâties sur le même modèle. À l'étage, une maison ressemblant à une habitation des plus classiques, afin d'abord de passer inaperçue, mais aussi de loger la petite garnison des hommes qui la composent. Généralement un officier et 4 ou 5 soldats. Et au sous-sol, desservi à la fois par un escalier extérieur et par une échelle d'urgence depuis la maison, un blocos et ses postes de tir prévus pour être armés d'un canon anti-char et de plusieurs fusils mitrailleurs. Avec le temps, ces maisons fortes ont connu des sorts extrêmement divers, et repartir sur leurs traces réserve un certain nombre de surprises. Certaines sont aujourd'hui habitées et nous paraissent presque une maison de village classique. D'autres sont utilisées comme local technique, comme cabane de chasse ou de jardin, plus ou moins transformées avec les années. Enfin, certaines d'entre elles, encore dans leur jus, semblent nous provenir directement de 1940. Abandonnées en forêt ou marquées par les combats et les obus des panzers, les visiter nous permet de retracer leur histoire. En s'appuyant sur les quelques documents et récits qui nous sont parvenus depuis le deuxième conflit mondial, on peut tenter de se remémorer les événements en parcourant la région. Et puis cette vidéo c'est un double sens aussi, parce que l'histoire de ces maisons fortes et de leurs équipages, elle a été... Oh la vache, c'est magnifique. Ah, je m'interromps mais c'est trop beau. L'histoire de ces maisons fortes et de leur équipage, elle a été racontée dans un roman de Julien Gracq en 1958 qui s'appelle Un balcon en forêt. Et ce roman a été adapté en film en 1970. C'est donc l'occasion pour moi de repartir non seulement sur les traces des maisons fortes, mais aussi sur les traces du film et de ses lieux de tournage. Et si je commence ici à Monthermé, sur les petites routes sinueuses au-dessus de Monthermé, c'est bien sûr parce que l'histoire du livre, l'histoire du roman et du film se déroule ici. Merci les gars.
Donc voilà, afin de pouvoir faire un petit trip complet sur cette thématique des maisons fortes, et ben on va aller non seulement les voir, mais aussi voir les lieux de tournage de ce très vieux film. Allez, c'est parti. De l'ours. Qu'est-ce que c'est joli. Qu'est-ce que c'est joli ça. Waouh. Ah, parfois c'est difficile de trouver la place exacte de la moto dans certains de mes projets vidéo. Là on est en plein dedans. La moto a toute sa place. D'autant plus que c'était un moyen de liaison très fréquent en 1940 pour faire liaison entre le PC, les différentes maisons fortes et toutes les positions de l'armée française dans les bois des Ardennes. Bon, finalement on peut presque dire que ça prend du sens de le faire à moto aujourd'hui. Ah, je me laisse vraiment guider par le GPS pour aller à un point donné par l'itinéraire le plus court des toutes petites routes dont je ne connais strictement rien et qui me rappellent bien évidemment, bon, je le dis souvent, mais ça me rappelle vraiment les Vosges. Ah oui, des lacets comme ça, effectivement, ouais. C'est pas par chez moi qu'on va en trouver. Ah, cette petite vallée encaissée, à la fois très éclairée par le soleil et pourtant encore pleine d'obscurité. C'est typique d'un matin dans les Ardennes. Ah, ça fait pas semblant de tourner ici, hein. Ah ouais, c'est vraiment une partie des Ardennes qui gagne à être connue. J'y avais jamais mis les pieds dans ce secteur. Et c'est ici, près du village des Hautes-Rivières, que l'on trouve les vestiges de l'une des maisons fortes les plus septentrionales. Alors que la Semois vient tout juste de franchir la frontière française et s'encaisse dans cette vallée aux parois d'ardoise, la maison qui avait été édifiée ici est toujours visible. Son étage a disparu et il ne reste plus guère que son blocos. Ses fenêtres de tir surveillent silencieusement cette vallée et ce pont, point de passage névralgique au-dessus duquel on a dressé cette sentinelle de béton. Particularité de ce secteur, en 1940, il est tenu par une demi-brigade de mitrailleurs coloniaux. Il est donc fort probable que des soldats malgaches ou sénégalais aient constitué les premiers de cordée du système défensif ardennais au-dessus de ce village frontalier. Ailleurs, en se rapprochant de Sedan puis Carignan, ce sont des régiments d'infanterie de forteresse, des métropolitains qui arment les maisons fortes. La présence de réservistes directement originaires de la région est monnaie courante. Mais les soldats coloniaux n'auront sans doute jamais croisé leurs homologues ardennais. Chaque maison forte est isolée et ne communique généralement pas avec les autres. Pour toutes les retrouver, il faut à chaque fois revenir en arrière, puis se rapprocher de la Belgique par une autre route, une autre vallée, un autre chemin. Allez, je tente le coup d'en trouver une entre guillemets en live pour la vidéo. Les jolis villages avec les pierres jaunes des Ardennes là, qui brillent au soleil. C'est toujours un plaisir de venir ici. Et je crois bien que la route s'arrête avant qu'on arrive sur l'objectif. Et donc il y a un petit peu de chemin. L'avantage c'est qu'il fait plutôt sec en cette fin mars, toute fin du mois de mars. Donc la piste n'est pas très dure à pratiquer. Ouais. Eh ben, je crois que je suis pas du tout sur la bonne piste. On va faire un point topo en haut de la côte. SOS Géoportail parce que j'étais censé prendre une piste qui allait strictement tout droit. Hein, quoique si. Ouais. Ça zigzague légèrement jusqu'à l'arrivée en forêt. Carrefour de l'Épine, il faut rentrer dans les bois, c'est un peu plus loin. Eh ben, j'ai de la chance qu'il fait sec, hein, parce que là clairement au mois de février je finissais pas ça en moto. Je suis déjà assez débile de le faire sans sabot moteur. Elle est là. Elle est là, elle est encore son étage. Alors ça c'est fantastique. Allez, on va sortir l'artillerie lourde pour aller filmer ça. J'ai nommé Monsieur GH4.
De toutes les maisons fortes que j'ai pu approcher, et malgré quelques tags et dégradations, la maison forte numéro 14 est sans doute celle qui est la plus proche de son état d'origine. En dépit de l'absence de toiture et de l'usure du temps, nombreux sont les vestiges d'équipements qui subsistent encore entre ces murs. La porte du blocos, la rampe de l'escalier, les murs carrelés qui ornaient la cuisine ou la petite salle d'eau, l'échelle d'urgence qui permettait de gagner le blocos sans avoir à sortir à l'extérieur, et même quelques restes du dortoir. Curieusement, la vétusté de cet ouvrage ne doit pas grand-chose au combat, mais plutôt aux affres du temps. Car s'il y a une guerre que les maisons fortes ardennaises ont bien connue, c'est bel et bien ce que l'on a appelé la drôle de guerre. L'attente, interminable, entre le mois de septembre 1939 et le mois de mai 1940, à se demander si un assaut aurait bien lieu un jour. Et avec la certitude trompeuse que jamais la Wehrmacht ne choisirait les Ardennes pour attaquer. Cette attente sempiternelle, dans le doute et la solitude d'une maison forte, c'est ce qu'illustre parfaitement Julien Gracq dans le roman de 1958 dénommé Un balcon en forêt, illustré par le film éponyme sorti en 1979 et qui fait d'une maison forte ardennaise le théâtre de son intrigue. L'aspirant Grange, affecté à la maison forte des Hautes-Falises, arrive à l'automne 1939 à la tête de cette minuscule garnison qui vit dans la débrouillardise. On y retrouve en second rôle un étonnant Jacques Villeray, jeune, grimé en soldat débutant et alcoolique, envoyé dans les Ardennes depuis sa Bretagne natale. L'aspirant Grange oscille entre la crainte d'une guerre qui n'en finit pas d'arriver, le manque de certitude de ses supérieurs et l'absence cruelle de matériel dont fait état son blocos, qui ne résisterait sans doute pas à un assaut sérieux. Il va devoir affronter le mois de mai 1940 en l'absence de tout ordre ou information sur la situation du pays. Outre une romance vécue avec le personnage troublant de Mona, l'aspirant ne garde le contact avec la civilisation que grâce au hameau des Hautes-Falises et de ses habitants, qui craignent de peut-être revivre une invasion allemande. Le récit est historiquement plutôt crédible et la description de la forêt et de la campagne ardennaise est tout simplement parfaite. C'est comme si l'auteur avait lui-même vécu la drôle de guerre dans ce village et dans cette région. Avec toutefois un petit détail qui a toute son importance, la maison forte des Hautes-Falises n'a jamais existé. Aussi précis et réaliste qu'il soit, ce récit est une invention. Il est admis, de par les noms et le descriptif parfait des lieux, que pour écrire son roman, c'est de la région de Monthermé dont s'est inspiré Julien Gracq. Et pour le tournage du film, afin de coller parfaitement à la description romanesque du hameau des Hautes-Falises, c'est le petit village des Hauts-Butés qui sert de décor. Et nous voilà sur la toute petite route qui mène au hameau des Hauts-Butés. Et vu que le secteur est resté très rural, on se replonge facilement dans cette époque qui a 80 ans maintenant. Et pour le film, c'est un peu pareil. Il a été tourné dans les années 1970, donc il est quand même beaucoup plus récent que la guerre. Malgré tout, le fait que ce soit de très anciennes images, eh bien, on a l'impression vraiment de replonger dans cette époque. On est à la fin du mois de mars, mais il fait déjà bien chaud. Le soleil qui donne, c'est très agréable. Et nous voici au fameux petit village des Hauts-Butés qui sert de décor au film. Alors vous voyez, je vous mens pas, il y a un restaurant auberge ici qui s'appelle Le Balcon en Forêt. Ça s'invente pas. Je reconnais très bien cette petite place de l'église. Alors si on continue tout droit, on se retrouve à un lieu que j'avais déjà visité en vidéo, mais il y a un petit moment maintenant. Ce sont les traces du maquis des Manises. Et je me demande si le fait de renommer sa maison forte virtuelle les Hautes-Falises, c'est pas en quelque sorte un petit lien avec les Manises, un mot qui ressemble un petit peu. Mais voilà, de penser que l'auteur se serait inspiré des Manises pour renommer son lieu-dit les Falises, il n'y a qu'un pas. À ceci près qu'en vérité, au-delà de la clairière des Hauts-Butés, aucune maison forte n'a été construite. Les Hauts-Butés est un hameau hors du temps. Calme, agréable à découvrir, il est de ces villages où figurent encore ces vieux panneaux qui indiquent les directions en heure de marche. L'endroit, en dehors de ses auspices, est réputé pour être un sanctuaire de pèlerinage dédié à saint Antoine de Padoue. On y retrouve la place du village, bien visible dans le film, ou encore la terrasse du café. Mais pour trouver la maison forte qui a servi de décor au film, inutile de chercher dans les alentours, il faut aller un peu plus loin.
Alors cette maison forte numéro 16, elle est vraiment dans son jus. Je m'attendais à quelque chose de bien pire, de bien différent. Elle est livrée elle-même dans les bois. Il y a quand même beaucoup de chasse dans le coin, donc ça doit être un petit peu fréquenté. Mais je m'attendais à une maison qui soit en bien plus piteux état. Mais l'escalier est encore en bon état, la maison porte encore ses couleurs légèrement gris-vert. Les fenêtres sont encore là. Et alors, le truc un petit peu mindfuck qui retourne l'esprit, qui retourne le cerveau, c'est de se dire qu'il s'est écoulé moins de temps entre la guerre et le film qu'entre le film et maintenant. J'arrive aujourd'hui dans cette maison, 42 ans après le tournage du film. Alors à l'extérieur, malheureusement, il reste plus grand chose des petites installations, du petit poulailler qui avait été installé et qu'on voit avec Jacques Villeray, avec les autres acteurs. À l'extérieur, il reste vraiment plus grand chose de tout ça, si ce n'est ces quelques morceaux de bois, ces quelques tôles. Que reste-t-il de ces lieux de tournage? Eh bien, plus grand chose comme vous le voyez. Ça a été hélas un petit peu sali. On va éviter d'aggraver la situation. La porte de l'étage est ouverte. Et en fait, ça a été transformé en abri de chasse. Ah ouais, alors en fait, il ne reste vraiment plus rien du petit agencement de l'étage avec les diverses chambres et la petite salle de bain ou cuisine qu'on pouvait trouver là. En revanche, ça a été aménagé complètement en abri de chasse. Avec un rangement pour les fusils et plusieurs tables et puis un petit poêle pour faire du feu. Alors, je suis pas certain que ça serve encore parce que là, ça a l'air vraiment vieillissant. Et puis la toiture qui a été refaite, depuis le film, mais qui menace vraiment de s'effondrer. Mais là aussi, on distingue quand même la partie... En fait, ici, on a la petite partie cuisine qui devait être intégrée à la pièce principale. C'est à vérifier. Comme j'en faisais le constat en arrivant, il s'est écoulé moins de temps entre la guerre mondiale et le tournage du film, plutôt qu'entre le film et ma visite aujourd'hui, en 2021. C'est dire s'il est illusoire d'essayer de trouver les traces de ce à quoi ressemblait la maison forte Beauterme lorsqu'elle était le lieu de travail de Humbert Balzan, Jacques Villeray et de toute l'équipe de tournage. À quelques mètres de la maison, les restes d'un trou aujourd'hui éboulé. Peut-être ce qui fut la sortie d'un tunnel d'évacuation du blocos. S'agissait-il véritablement d'un ancien souterrain ou bien d'un décor de sortie de tunnel creusé seulement pour des besoins cinématographiques? Je ne le saurais sans doute jamais. À l'instar des personnages du roman, la période 1939-1940 est pleine de doutes pour les garnisons des maisons fortes. Les Allemands n'attaquent pas. On dit qu'ils ne viendront peut-être jamais, et que même s'ils attaquaient, ce ne serait certainement pas par ici. Mais au printemps, l'espoir de voir les Ardennes comme un éternel havre de paix infranchissable tourne court. L'attaque initiale des Allemands par la Belgique en direction du nord de la France était une diversion. La véritable invasion a lieu ici, avec en fer de lance la Panzerdivision du général Guderian. Depuis l'Ardenne belge, la Wehrmacht avance sans relâche. Ses chars d'assaut ne rencontrent aucune difficulté à franchir le massif par les pistes forestières. L'armée belge et la cavalerie française tentent des actions retardatrices sur la Semois, mais face à la guerre éclair des Allemands, leur domination aérienne, leur Stuka, leur infanterie et leur facilité à franchir une rivière même si les ponts ont été détruits, les Alliés ne peuvent rien faire. La cavalerie française se replie derrière la Meuse et laisse les maisons fortes à leur statut de première ligne. Et c'est donc le 12 mai 1940 que la maison forte qui est derrière moi, celle de Saint-Mange, ouvre le feu sur la colonne de panzer allemand qui arrive depuis la Belgique. La maison est occupée par le lieutenant Boulanger et ses 4 hommes, et ils périssent tous après avoir défendu avec les quelques moyens qu'ils avaient face à l'avancée du rouleau compresseur allemand. Tandis que le lieutenant Boulanger ouvre le feu à l'aide de ses moyens anti-chars sur les premiers panzers ennemis se présentant sur la route, à quelques encablures de là, à la maison forte de la Hatterelle, un scénario similaire se joue. Le sergent Lernoux et ses hommes du 147e régiment d'infanterie de forteresse sont en poste dans la maison forte avec un simple canon anti-char de 37 mm. Le pont sur la petite rivière qui devance la maison vient d'être détruit, mais les hommes n'ont jamais reçu l'ordre d'évacuation et de repli qui devait leur être adressé. Soudain, les panzers sont là. L'équipage de la maison forte parvient à détruire les 2 premiers chars et bloque la colonne allemande qui se présente sur cette piste forestière.
En raison de l'encaissement du site et des protections entourant l'ouvrage telles que les barbelés et les mines, les Allemands ont toutes les difficultés à placer un char en position de tir de riposte. Le sergent et ses modestes moyens parviennent à bloquer les panzers pendant plus de 3 heures. Seul face à tous et à court de munitions, ils reçoivent finalement l'ordre d'évacuation de la maison forte au cours de l'après-midi. L'état dans lequel on retrouve l'ouvrage aujourd'hui en dit long sur la violence des combats de ce 12 mai 1940. Je commence par la partie basse, donc la partie où se trouvaient les postes de tir. Avec le poste principal donc sur la route qui était à surveiller principalement, et aussi tous les autres axes de tir tout autour de la maison, avec des lance-grenades, des petites fenêtres de tir pour des armes légères je pense. Et alors là regardez, c'est la première fois que je vois ça, il y a l'impact du char. L'impact du char qui est encore là, qui a percé le béton juste à proximité du poste de tir, qui a déformé l'armature. Ça a dû être une déflagration terrible. Alors bien sûr, si on se met à parler ligne Maginot, il y a plein d'autres endroits comme ça à visiter, qui ont subi des combats, qui ont servi brièvement en 1940. Mais ici, dans les Ardennes, c'est tellement méconnu. Je suis vraiment surpris d'avoir trouvé ça l'année dernière lorsque je faisais ma vidéo sur Sedan, et de pouvoir revenir aujourd'hui avec un petit peu plus de documents, un petit peu plus de connaissances sur le sujet, parce que c'est un endroit qui vraiment me surprend beaucoup. Je ne pensais pas découvrir ça ici, loin de là. Et l'étage, il en reste plus grand chose, c'est incroyable. Et là, il faut remercier la fiction, il faut remercier le film des années 70, qui nous ont permis de voir vraiment la vie à l'intérieur de ce genre de maison, puisqu'elles étaient toutes les mêmes. Vraiment, on est sur un lieu passionnant que je vous invite à venir voir, que je vous invite à respecter aussi, parce que voilà, si moi j'entre dans cette maison, c'est parce qu'elle n'est pas clôturée, c'est parce qu'il n'y a aucun panneau qui n'en interdit l'accès. Cela dit, c'est des lieux à traiter avec respect. Il y a quelques tags et quelques poubelles. S'il vous plaît, n'empirez pas les choses. C'est des lieux tellement précieux pour l'histoire et pour l'histoire de la région. Voilà, et bien c'est ici que se termine cette vidéo à la découverte des maisons fortes des Ardennes et de leur histoire en 1939 et en 1940. J'espère que cette découverte en vidéo vous aura plu. Si vous avez regardé jusqu'au bout, c'est qu'a priori ça vous a plu, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Comme d'habitude, je vous laisse en description toutes les références qui m'ont servi de source pour élaborer cette vidéo, et que vous pouvez les consulter si vous voulez en apprendre plus sur l'histoire de ces 22 maisons fortes ardennaises. Voilà, moi j'espère reprendre la route rapidement malgré les conditions sanitaires difficiles en ce moment. J'espère reprendre la route très bientôt pour de nouvelles découvertes en vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, faites attention sur la route, prenez le temps de découvrir votre région et l'histoire de votre région, c'est important. Et moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!